Eh bien, il est 18 heures. Je suis Philippe Sexic et je suis très heureux de vous accueillir tous les webinaires qui commencent à s'inscrire et surtout à nous rejoindre. Très heureux de vous accueillir avec Nathalie Capel pour cette nouvelle session dans le cadre des rendez-vous de la FHU. Donc, vous savez, ce sont des rendez-vous mensuels qui vont se dérouler jusqu'au mois de décembre. Le prochain sera le 28 octobre. Donc, on va voir successivement dans les prochains rendez-vous le microbiote, hein, en réalité. On parlera d'arthrose, on parlera de l'école du microbiote, on parlera des maladies inflammatoires chroniques intestinales. Et il y aura le 16 décembre, retenez d'ores et déjà la date, une session questions et réponses avec tous les orateurs et tous les panélistes. Et vous pourrez poser les questions que vous n'avez pas pu poser à chaque webinaire. Donc, bienvenue à tous. Vous continuez à arriver et je vais laisser la parole à Nathalie pour présenter la session d'aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe. Donc aujourd'hui, je suis très ravie d'accueillir pour cette présentation Vinciane Bellieu, qui est une jeune chercheuse interne en pharmacie et qui s'est intéressée depuis de nombreuses années, depuis le début de son internat, au microbiote et avec les aspects de transplantation de microbiote fécal. Vous savez tous que la sélection des donneurs est vraiment un des points durs de la réalisation de cette thérapeutique et avec un nombre de donneurs qualifiés qui est très réduit. On est en général entre 5 et 15% des donneurs qualifiés. Et donc, Vinciane, avec ses compétences de pharmacien, a travaillé pour évaluer différentes formulations qui aboutiraient à une élimination des bactéries viables en voyant s'il est possible de maintenir l'efficacité de la transplantation de microbiote. Donc, c'est un travail qui est translationnel, mais avec un large versant fondamental. Et ce travail a bénéficié d'une bourse de la FHU pour pouvoir être réalisé. Voilà, je te laisse la parole, Vinciane, et je te laisse présenter les aboutissements de ton travail. Tu peux prendre la main en partageant l'écran. À tout à l'heure. Est-ce que c'est bon? Oui, tu peux y C'est bon, on aller. voit ton écran et on Ouais. t'entend. Donc, bonjour, je suis Vinciane et je vais vous présenter ce projet que j'ai réalisé dans le cadre de mon Master 2 qui s'intitule donc l'étude de l'impact de procédés de désinfection de transplant de microbiote fécal sur l'activité in vitro anti-Clostridioides difficile. Donc, le Clostridioides difficile, c'est une bactérie qui est anaérobie et qui a la capacité de sporuler. Elle est ubiquitaire et elle est retrouvée dans l'environnement et il existe un portage chez 3 à 15% des adultes en bonne santé. Lorsqu'elle provoque une infection, cela va de la diarrhée simple à la colite pseudomembraneuse et le taux de mortalité global est de 5%, taux qui peut augmenter en fonction des complications. Les 3 principaux facteurs de risque sont l'âge supérieur à 65 ans, la prise d'une antibiothérapie et l'hospitalisation prolongée. Donc, la physiopathologie de cette bactérie qui se développe essentiellement à l'issue d'une grande dysbiose, elle est due donc à ces toxines, la toxine A et B notamment, qui sont cytotoxiques et vont venir détruire la membrane intestinale avec une augmentation de la perméabilisation, un recrutement des cellules immunitaires et une activation de l'inflammation. Donc, le traitement de cette infection, il repose en première intention sur 2 antibiotiques, en premier choix la fidaxomicine et en second choix la vancomycine. Seulement, il y a beaucoup de taux de récidive qui vont augmenter avec le nombre de récidives. C'est pourquoi à partir de la 2e récidive, on change de stratégie et au lieu de donner des antibiotiques, on va essayer de venir rééquilibrer le microbiote intestinal en donnant une transplantation de microbiote avec des taux de succès de 66 à 91%. Donc la transplantation de microbiote fécal, c'est quoi? C'est l'introduction de cells d'un donneur sain chez un receveur.
Ces donneurs, ils sont rigoureusement sélectionnés avec des questionnaires, des dépistages sanguins et des recherches de pathogènes dans les selles. La selle, lorsqu'elle est reçue, elle est soit directement congelée, soit elle est préparée puis congelée. Il y a toujours un aliquot qui est récupéré sur chaque don et qui est placé en phécothèque pendant 2 ans. Et une fois que les tests de dépistage reviennent négatifs pour la recherche des pathogènes, les dons peuvent être libérés et ils pourront être administrés aux patients. C'est un processus donc, qui est très rigoureux et seulement 3 à 13,5% des dons sont conservés. Or, une étude a montré que seulement 10% des patients qui sont éligibles à la TMF en bénéficient actuellement. De plus, c'est un circuit qui est très coûteux avec beaucoup de dépistages réalisés, avec beaucoup de matériel également utilisé qui pourra être jeté si les dons présentent une bactérie qui est pathogène, par exemple. De plus, la sécurité du manipulateur n'est pas forcément garantie puisqu'à ce stade, on ne connaît pas l'iniquité des selles que l'on manipule et il y a toujours une administration de micro-organismes au niveau du patient. Tous ces aspects ont amené les chercheurs à essayer de diminuer les quantités de micro-organismes et notamment avec une filtration bactérienne jusqu'à 0,22 microns qui est considérée donc comme une filtration qui est stérilisante. Et dans 2 études qui ont administré donc la TMF filtrée chez des patients avec une infection à Clostridioides difficile, 5 patients sur 5 n'ont pas présenté de récidive et 3 patients sur 4 lors d'une autre étude. Ces transplants filtrés pouvaient contenir des acides biliaires secondaires, des acides gras à chaîne courte, des phages, des peptides antimicrobiens qui ont montré in vitro des efficacités anti-Clostridioides difficile. Par ailleurs, il y a un produit qui vient d'être commercialisé aux États-Unis en 2023 qui s'appelle le VOST. C'est une selle qui est alcoolisée pendant à peu près 1 heure et ensuite ils récupèrent les spores bactériens et ils administrent les spores aux patients. Toujours pour le Clostridioides difficile. On s'est donc demandé si les micro-organismes vivants étaient indispensables à l'efficacité anti-Clostridioides de la transplantation de microbiote fécal. Et donc l'objectif était d'étudier différentes préparations de transplants fécaux sur l'activité anti-Clostridioides in vitro. Donc on a testé 3 traitements, un traitement mécanique, donc la filtration, un traitement chimique, l'alcoolisation, et un traitement thermique qui est couramment utilisé pour inactiver les micro-organismes. Au niveau du matériel et méthode, on a utilisé 3 selles de donneurs différents, 8 traitements ont été réalisés, et la viabilité par culture anaérobie et aérobie a été effectuée pour vérifier l'efficacité des traitements. Ensuite, on a réalisé un test in vitro en bicouche pour tester l'activité anti-Clostridioides difficile sur 2 souches, K027 qui est une souche hypervirulente et CD630 qui est une souche commune. Enfin, on a réalisé des dosages de métabolomiques avec la recherche d'AGCC et d'acide biliaire. Et pour comparer nos résultats, on a utilisé des tests statistiques de Wilcoxon. Donc la selle qui est congelée, elle est donc décongelée au frigo la veille. Ensuite, on la dilue et on la filtre à la compresse de gaz. Une selle subit les 3 types de traitement. Le premier traitement, c'est une filtration avec une centrifugation préalable pour enlever les plus gros débris. Ensuite, on filtre jusqu'à 0,22 microns et ça nous donne un premier échantillon. On a ensuite voulu essayer de séparer les virus qui sont contenus dans la partie 0,22 microns en filtrant jusqu'à 100 kg d'atomes pour récupérer dans la partie supérieure les virus et dans la partie supérieure le reste, donc essentiellement les métabolites, dont les AGCC et les acides biliaires. Il y avait donc 3 échantillons pour la filtration testée. Ensuite, au niveau du traitement thermique, on a réalisé un cycle de pasteurisation, qui est donc un traitement utilisé dans l'alimentation pour inactiver les micro-organismes. Et on a réalisé sur des cell tests des cycles et on a montré que 90 degrés pendant 1h30 ne montrait pas de développement bactérien sur nos géloses. Ensuite, on a essayé un autre procédé qui s'appelle la tindalisation, qui est également utilisé dans l'alimentation. Il n'y avait pas de littérature sur des selles tindalisées, donc on a pris des cycles de données de l'alimentation et donc on a réalisé 3 cycles de 60 degrés pendant 20 minutes avec une incubation entre chaque de 24 heures à 37 degrés en anaérobie. Et le 3e cycle thermique, c'était un cycle de stérilisation qui est utilisé à l'hôpital pour inactiver les micro-organismes avec 121 degrés pendant 20 minutes. Au niveau des alcoolisations, on a réalisé 2 concentrations d'éthanol, 50% et 70%, et on a réalisé ensuite des centrifugations de lavage pour enlever l'éthanol. On a pris un échantillon contrôle qu'on a mis en viabilité le jour même où on a réalisé l'ensemble des traitements. Et ensuite, tous les traitements ont été placés en congélation en moins 80.
Comme c'était la deuxième congélation et que dans le circuit classique de la TMF, il n'y a qu'une seule congélation actuellement qui est validée, il nous fallait un témoin et donc on a utilisé l'alico de la Fécotech, de la celle qui correspondait, et on l'a décongelé et dilué uniquement le jour de la réalisation du test in vitro. Donc le jour de la réalisation du test, on a effectué la viabilité par culture et le test est un pseudo-antibiogramme en bicouche. Donc on coule une première gélose et ensuite on vient déposer sur des disques les échantillons alcoolisation, tindalisation, 37 degrés, échantillons, donc les 3 filtrations, la stérilisation, la pasteurisation et le disque témoin de vancomycine. Ensuite, on vient couler une deuxième couche de gélose qui contient le Clostridioides difficile. Et ensuite, on a réalisé donc la métabolonique avec une lyophilisation préalable de la selle et une mesure par chromatographie couplée à spectrométrie de masse. Donc au niveau des résultats, sur le dénombrement bactérien de nos selles témoins, il n'y avait pas de différence avec la littérature, avec 10 puissance 6 pour les bactéries aérobies et 10 puissance 8 pour les bactéries anaérobies. On constate que notre échantillon qui a subi 2 congélations ne présente pas de différence par rapport à une seule congélation concernant la viabilité globale. Il y a des variabilités entre les donneurs pour l'alcoolisation. Nos cycles de tindalisation n'ont pas permis de diminuer la quantité de micro-organismes significativement. Pour la pasteurisation, on a un donneur pour lequel on n'a pas eu de développement bactérien. Par contre, pour le donneur 2 et le donneur 3, il y avait des bactéries résiduelles sur les géloses. Et enfin, sur les stérilisations et les 3 filtrations, il n'y avait pas de développement bactérien sur les géloses. Concernant l'activité anticlostridioides difficile in vitro, donc ici, on voit une bicouche et on voit que tous les traitements vancomycine qui ont ici ont montré des zones d'inhibition sur chacune des plaques, donc le témoin est validé. Et le témoin vancomycine va correspondre à la valeur 100% sur le graphe. Ensuite, le deuxième témoin, donc le Fécotech qui correspondait donc à la TMF classique, a également été validé puisqu'il a montré une zone d'inhibition sur chacune de nos plaques. Et par contre, on peut constater qu'il a une efficacité légèrement inférieure à la vancomycine. Concernant les témoins de congélation, on voit qu'il n'y a pas de différence d'efficacité en Clostridioides difficile par rapport à une seule congélation, et elle est toujours inférieure à la vancomycine. Concernant les 3 traitements de filtration et la stérilisation et la pasteurisation, aucune des plaques n'a montré une zone d'inhibition. Sur les alcoolisations, on avait une grande variabilité en fonction des donneurs. Et la tindalisation est le seul traitement qui n'a pas montré de différence significative avec la vancomycine. Donc pour l'alcoolisation, on avait vraiment une grande variabilité entre les donneurs, parce qu'avec le donneur 1, on voit ici une plutôt bonne efficacité anticlostridioides difficile, avec ici par exemple donc 2 zones d'inhibition visibles, alors que pour le donneur 3, par exemple pour la concentration 70% d'éthanol, il n'y avait aucune zone d'inhibition sur aucune des plaques. Donc là par exemple c'est une des plaques donneur 3, on ne voit pas du tout de zone d'inhibition pour les 2 alcoolisations. Concernant les dosages d'acides biliaires et des HCC, donc ici, c'est les HCC représentés en pourcentage. Il n'y avait pas de différence de profil sur le pourcentage des HCC, à part pour les alcoolisations, où il y avait une disparition du butyrate, de l'isovalérate et du valérate. Concernant la concentration des HCC dans les selles, il y avait un enrichissement en acétate, en butyrate et en isovalérate, mais qui est non significatif pour la tindalisation. Pour les profils des acides biliaires, il y avait des différences qui étaient notables en fonction des traitements, mais aucune n'a été reliée à une efficacité. Par exemple, si on prend l'échantillon tindalisation avec ici le sulfate d'acide urso-désoxycholique qui paraît être augmenté en pourcentage par rapport aux témoins de congélation, on voit par exemple que la stérilisation, il y en a plus, pourtant la stérilisation n'a pas fonctionné et la tindalisation a fonctionné. Donc finalement, le témoin de congélation, qui était un témoin nécessaire au protocole, qui ne comportait pas de cryoprotectant, a montré une viabilité et une efficacité équivalentes à une congélation. Et donc c'est un résultat qui est intéressant pour la pratique de la préparation des selles, puisque ça permettrait en fait de congeler directement la selle sans aucune manipulation, d'attendre la réception des résultats négatifs pour les pathogènes, pour pouvoir la décongeler, la préparer, la recongeler pour qu'elle soit ensuite administrée. Cependant, c'est des résultats qui sont à confirmer parce que la deuxième congélation était inférieure à 20 jours.
et une congélation supérieure pourrait impacter l'efficacité ou la viabilité. Donc finalement, les deux seuls traitements qui ont fonctionné, c'est l'alcoolisation et la tyndalisation. On a donc regardé parmi les dosages d'AZCC et d'acide biliaire s'il y avait des différences qui pouvaient expliquer ces variations. Donc pour les alcoolisations, on avait des grands profils qui étaient modifiés pour les AGC et les acides biliaires, et on avait même une efficacité d'inhibition qui était conservée malgré l'absence de valérate, d'isovalérate et du butyrate. Concernant la tyndalisation, on avait une concentration augmentée qui est non significative en acétate, en butyrate et en isovalérate, mais dans les alcoolisations, il n'y avait pas de butyrate et d'isovalérate. Donc il est possible que la tyndalisation enrichisse en AGCC inhibiteurs, mais que ces AGCC ne soient pas forcément nécessaires au mécanisme anticlostridioïdase difficile et qu'ils contribuent uniquement. Concernant les acides biliaires pour la tyndalisation, les profils n'étaient pas particulièrement différents des autres. Or, dans la littérature, finalement, il n'y a pas d'expérience in vivo qui montre une administration directe d'acide biliaire. Il y a toujours un intermédiaire qui a administré. Par exemple, des bactéries qui vont être modifiées pour exprimer l'enzyme BSH qui permet de métaboliser les acides biliaires primaires en acides biliaires secondaires. Et donc, il est possible que l'activité anticlostridioïdase difficile qui avait été notée dans la littérature pour les acides biliaires passe par un intermédiaire. Finalement, la seule grande différence qui est observée entre les traitements qui ont fonctionné et qui n'ont pas fonctionné, c'est la présence des micro-organismes, puisque la filtration ne contenait pas de bactéries viables dans l'eau gélose. Pareil pour la stérilisation, et on avait une diminution drastique pour la pasteurisation. Ces résultats étaient un peu étonnants par rapport à la filtration, puisqu'il y avait 2 études cliniques qui avaient montré des efficacités pour les patients anticlostridioïdase difficile. Donc, il est possible que notre méthode in vitro ne soit pas applicable pour montrer cette efficacité pour la TMF filtrée. On peut aussi quand même cependant noter qu'il n'y a pas d'autre étude qui a été publiée pour le clostridioïdase difficile depuis 5 ans. Pour l'alcoolisation, au niveau des bactéries, il y avait une grande variabilité entre le nombre de bactéries et également sur l'aspect sur le gélose, qui pourrait potentiellement donc être relié à l'efficacité qu'on a observée entre les donneurs. Et donc, il serait intéressant d'aller regarder quelles sont les bactéries qu'on a sélectionnées entre les différentes alcoolisations et de les comparer à la selle alcoolisée commercialisée, donc le VOST, et de comparer les bactéries que le VOST lui sélectionne. Et au niveau de la tyndalisation, finalement, on n'avait pas réussi à inhiber les micro-organismes et c'est le seul traitement qui a montré une efficacité non inférieure à la vancomycine. Donc en conclusion, il n'y a aucun traitement qui diminue les micro-organismes vivants qui n'a inhibé le clostridioïdase in vitro. L'efficacité anticlostridioïdase difficile pour les traitements, elle est uniquement avec ceux qui comportent des bactéries viables. Donc pour répondre à notre question, les micro-organismes vivants semblent indispensables à l'efficacité anticlostridioïdase de la TMF. Et cela va avec la concordance du fait qu'il y a des études cliniques actuellement sur des produits biothérapeutiques vivants pour le Clostridioides difficile, tels que le VE303 qui est un consortium de plusieurs bactéries et le NTCDM3 qui est également une bactérie donnée. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Vinciane. Cette présentation à la fois courte, très claire sur un sujet d'actualité. Alors, vous pouvez poser les questions dans le chat, dans le Q&R, et je crois qu'il y a déjà... Ah non, ce n'est pas vraiment une question de Joël, mais les questions devraient arriver peut-être pour ouvrir le débat. Peut-être une question un peu difficile. Je voudrais bien... vous m'entendez là? Ouais. Oui. Ok. Je voudrais bien que tu me dises si ton test de validation, ce fameux antibiogramme, anti-C difficile, est-ce que c'est toujours bien superposable à ce qu'on pourrait retrouver chez l'homme, évidemment, parce qu'on serait tenté de faire des expériences chez l'homme, mais bon, c'est toujours difficile, ou dans un modèle animal. Je crois qu'il n'y en a pas chez la souris, mais il y en a chez le hamster ou chez un autre petit animal, où il y a comme de la biologie, où les acides biliaires peuvent être modifiés non pas par les bactéries, si on a, voilà, par les bactéries résiduelles, mais aussi peut-être par l'épithélium, etc. Donc, est-ce que ton readout, est-ce qu'il est réellement pertinent pour tester tes différents traitements de sel? C'est donc un modèle qui a été utilisé et validé déjà dans plusieurs études.
Donc, c'est pour ça qu'on l'a réutilisé. Et il est assez efficace au niveau du coup, des selles qui contiennent des bactéries, puisqu'on observe vraiment des zones d'inhibition. Donc, à ce niveau-là, il est validé. Par contre, en effet, pour tous les autres composants, donc potentiellement ceux qui seraient potentiellement présents dans la TMF filtrée, là, effectivement, il y a potentiellement un manque. Et donc, tu connais un petit peu les modèles animaux, peut-être, qui pourraient être utilisés? Euh, c'est pas du tout mon niveau d'expertise. Ok. Alors, peut-être Je vais Nathalie, peut-être il y me a... permettre de Ouais, compléter un tout petit peu oui. la réponse de Vinciane, hein, puisqu'elle a travaillé au laboratoire et qu'en effet, hein, elle est d'abord interne en pharmacie et donc elle n'a pas été amenée à travailler beaucoup sur les modèles. Le développement de cette technique de screening finalement de l'effet antisédif, il avait été réalisé dans un travail préalable qui a été publié par l'équipe en 2020. Et eh bien, il y avait une bonne corrélation entre les résultats de cette étude in vitro et des études qui avaient été faites chez la souris. Donc, en modèle animal, chez la souris, avec administration donc de spores et ensuite des contaminations par la TMF. Maintenant, c'était quelques selles, quelques prélèvements. Donc, de dire qu'il y a une corrélation, c'est compliqué. Et d'autant plus, comme Vinciane l'a bien dit, sur ces selles utilisées dans cette étude-là, il y avait de manière surprenante une efficacité qui s'est révélée moins forte, avec un diamètre d'inhibition moins élevé, moins important que celui de la vancomycine. Alors, peut-être, Nathalie, tu peux voir les questions dans Oui, je le vais chat. relayer une Ouais. question qui était posée par Bénédicte et qu'on a tous envie de te poser, bien sûr. Avez-vous la composition du microbiote des selles des donneurs pour essayer d'aller plus loin dans la compréhension des mécanismes qui sont impliqués dans les effets Mm. observés? Les seuls dosages qui ont été réalisés, c'est les AGCC et les acides biliaires. On n'a pas réalisé de séquençage ni d'autres techniques de caractérisation plus poussées. Et les dépistages des pathogènes. Mais sinon, non. Et je vais peut-être un tout petit peu profiter de la question de Bénédicte pour moi t'en poser une autre. Et on avait d'ailleurs déjà eu l'occasion d'en parler. Quand tu regardes les traitements qui ont été efficaces, tu vois notamment dans la localisation une perte du butyrate. Or, on a tous dans l'idée que le butyrate est a priori, c'est ce que tu nous as montré au début de ta présentation, un élément qui serait important dans la régulation de la croissance de Clostridoida difficile. Donc, quel est ton commentaire par rapport à ce résultat? Euh, Dans la littérature, le butyrate, il montre une efficacité du Clostridium difficile par l'intermédiaire des cellules épithéliales. Donc, déjà, donc, il n'a pas une efficacité directe sur le clostridoïdes. Donc, et il est possible qu'il contribue au mécanisme anticlostridoïdes difficile, par exemple en restaurant une membrane plus saine, du coup, et perméable, mais qu'elle n'aurait pas le mécanisme primaire d'inhibition. Et que tu pourrais pas saisir sur ton antibiogramme seul, quoi. Non, mais oui, parce que du coup, il n'y a pas de cellules épithéliales. Et c'est les limites de ce modèle in vitro Mm. qui devraient être confortées finalement. S'il y avait eu des résultats positifs, eh bien, il aurait fallu bien évidemment aller sur des études chez l'animal Mm. pour essayer d'envisager la validation finalement de ces premiers résultats. Quel- Qu'est-ce que tu penses qu'il est possible de continuer dans cette voie? Est-ce qu'il est possible d'envisager des approches de formulation qui favoriseraient finalement, qui faciliteraient l'intégration des donneurs, ou tu crois que c'est une piste qui est finalement fermée? C'est-à-dire de limiter le nombre de micro-organismes dans la selle?
Oui, c'est ça, hein, puisque ton projet était de voir comment il était possible de traiter la selle pour limiter les micro-organismes présents, donc ce qui nous aurait évité d'avoir à faire les bilans d'honneur extrêmement lourds, extrêmement contraignants et qui éliminent beaucoup de donneurs. Donc, est-ce que c'est une piste à poursuivre ou faut-il essayer de chercher autrement à favoriser l'intégration des donneurs? Je pense que bon, il y avait dans les expériences, on a remarqué qu'il y avait certaines bactéries qui avaient une inhibition enfin, en tout cas qui avait l'air assez spécifique contre le Clostridioides difficile. Donc il semble qu'il y ait quand même des bactéries qui soient plus efficaces et peut-être que on pourrait plus cibler là-dessus en fait sur ce qui va un peu en fait avec les consortiums qui sont actuellement créés, donc de sélectionner plutôt des bactéries qui sont efficaces dans la TMF. En tout cas, c'est Hmm. ce qui ressortait des expériences ici. Donc plutôt, si je résume un peu là où on en est, c'est que dans les alternatives à la TMF classique, il y a peut-être le fantasme de se débarrasser des bactéries pour se débarrasser de certains tests. J'ai l'impression que c'est peut-être pas une voie évidente et qu'il y a d'autres voies d'alternatives à la TMF qui seraient des consortia de bactéries. Alors, issues de donneurs, ça c'est tout l'enjeu d'une autre discussion mais qu'on peut avoir ensemble, hein, bien sûr, parce que vous êtes vraiment spécialiste, ou vraiment cultiver. Mais là, c'est compliqué aussi. Donc, est-ce que j'ai peut-être résumé un petit peu là où vous en êtes, peut-être dans le laboratoire, Nathalie? Je crois qu'on en est, je crois que c'est un bon résumé en effet. La question qui se pose désormais, je crois qu'il va se poser à nous tous, et on le voit avec les développements industriels qui sont en route actuellement. Ce sont ces deux pistes-là. Faut-il optimiser finalement la TMF avec des donneurs et quels donneurs? Ou faut-il en effet partir sur des produits un petit peu plus travaillés, un petit peu plus expérimentaux, qui seraient mieux contrôlés, de façon à pouvoir avoir un recours plus facilité Hmm. et efficace. Mais la question qui se pose après, j'imagine, c'est l'association avec la circonstance clinique. Parce que là, on parle sur Clostridoides difficile. Euh, la TMF fonctionne très bien, Vinciane l'a dit. Nous avons d'autres circonstances où le niveau d'efficacité est moindre. Donc, cette approche-là, cette stratégie-là, elle est, je pense, largement à revoir avec le reflet des pathologies à traiter. Oui, oui, là c'était vraiment si on s'intéresse aux infections récidivantes assez difficiles. Oui, Oui. pour lesquels, comme l'a dit Vinciane, il y a vraiment un déficit. On parle toujours du déficit des donneurs quand on parle de greffe, hein. Ben, on est exactement dans ce même créneau avec la transplantation de microbiote, hein. On manque de dons pour pouvoir Hmm. faire répondre à toutes les demandes. On manque de donneurs, quoi. On manque Parce que de donneurs dedans, qualifiés. ouais, c'est ça. C'est, on n'en sort pas et puis ça coûte cher, quoi. C'est sûr que c'est pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans questions et réponses? J'ai Non, pas l'impression. j'en vois pas arriver. Bah, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres stratégies pour le C difficile, que c'est. Bah, on serait peut-être un peu tenté de se dire que si vous aviez eu beaucoup de sous, est-ce que vous ne seriez pas directement allé en modèle animal et peut-être qu'on aurait eu d'autres surprises. Puisque le butyrate, bah, par exemple, pourrait avoir un effet, mais là, on ne peut pas montrer son effet, avec un petit peu d'effet antibactériostatique ou d'effet d'autres bactéries qu'on ne peut pas évaluer là, qui seraient vivantes, par exemple, et le butyrate. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il y aurait eu quelque chose qui fonctionne. Je pense que Mais on va peut-être demander à Vinciane, pour toi, quelles sont les limites de cette étude? Hein, c'est un travail de master. Donc, c'est un travail d'une jeune étudiante qui se lance sur un projet de recherche et c'était
vraiment un vrai challenge avec énormément de travail, énormément de manips. Je pense que vous l'avez tous vu, hein, parce que toutes les manips ont en plus été répétées sur un panel de 3 selles. Donc, voilà, Vinciane, si tu as vu beaucoup de sous et du temps, qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Euh, je serais allée regarder les bactéries. Bah, du coup, comme j'ai évoqué en discussion, je serais allée regarder les bactéries sélectionnées par les alcoolisations par rapport à celles du VOST pour voir déjà donc, s'il y avait des différences. Et également par rapport à la tindalisation, puisque finalement, elle a amélioré l'efficacité de la selle de base. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à regarder de ce côté-là qui était assez intéressant. En plus, on avait des augmentations assez fortes au niveau de l'acétate. C'était pas significatif, parce qu'il y avait essentiellement trois réplicas. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à aussi regarder là-dessus. Et peut-être que la tendalisation enrichit aussi en espèces qui sont naturellement inhibitrices du Clostridium difficile. Oui, d'abord, on peut souligner vraiment ce très beau travail parce qu'il y a beaucoup de résultats, un très beau protocole, un soutien de la FHU, tout ça en master, c'est quand même très efficace. Et aux confins d'une pathologie infectieuse qui occupe aussi les gastroentérologues et d'autres médecins, les gériatres, et puis aux confins de la bactériologie, de l'écosystème intestinal. Donc c'est vraiment à souligner, vraiment très exemplaire de ce qu'on a pu mener dans le cadre de cette FHU PACEM. Donc encore félicitations pour ton travail. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on va limiter le webinaire en se disant bien que Vinciane est très ouverte à répondre, je pense, à des questions qui pourraient venir ultérieurement, hein. Comme tu l'as dit, ça a sollicité vraiment des collaborations et des compétences très partagées. Donc peut-être que d'autres personnes, voire même à l'occasion d'un replay, seront sensibilisées à avoir d'autres éclaircissements. Donc, hein, Vinciane, Oui, je pense que tu risques d'être sollicité par la suite. Je relais la note de Bénédicte Pineur, hein, qui te félicite et qui te remercie pour ce beau travail. merci. Notre chef de projet, Mina Aloulé de la FHU, va sûrement avoir besoin que tu nous laisses la main et que tu arrêtes le partage pour nous Ah, montrer la prochaine, peut-être un petit questionnaire d'évaluation si Mina veut le lancer, même si on est un petit peu en avance pour cette session. Vous dire que on se retrouvera tous, bien sûr, pour la question et réponse le 16 décembre. Le 28 octobre pour la prochaine session de la FHU PACEM qui sera dévolue au microbiote intratumoral. C'est vraiment une question très débattue en sciences. Donc, il y aura, à mon avis, de la discussion. Je vous invite à nous rejoindre et à vous, je vous salue tous.